La télévision Caraïbe, chaîne 22 et l'association culturelle Café Philo Haïti vous proposent tous les mercredis 7h PM. Café Philo. Café Philo, c'est une émission de débat, d'échange entre intellectuels, chercheurs, penseurs, opérateurs culturels et artistes de tout horizon. Le temps, l'éducation, l'identité, la morale, la science, la culture, c'est Café Philo tous les mercredis 7h PM sur la chaîne 22. Café Philo et la chaîne 22, pensons mieux, agissons autrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue donc au Café Philo, à une nouvelle édition des Mardis de la Philosophie. Merci de nous retrouver ici dans cet espace qui nous accueille depuis maintenant 2 mois et demi, Café des copains. Et aujourd'hui, comme chaque mardi, et comme l'a dit d'ailleurs Emily Prophète, puisqu'il s'agit de mardi et puisque tous les mardis c'est Café Philo, nous aurons donc un Café Philo avec un invité et sur un sujet assez particulier. Avant d'en dire quoi que ce soit, je ne peux donc mieux faire que de vous inviter, comme nous avons coutume de le faire, à vous mettre debout pour entonner avec nous l'hymne national d'Haïti, la Dessalinienne. Le pays pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis, dans nos ronds-points de terre, du sol, soyons maîtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, pour le pays, pour les ancêtres, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, notre passé nous crie, ayez la Marguerite, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie, mourir est beau, pour le drapeau, pour la patrie. À présent, comme vous le savez, nous allons auditionner la chanson fétiche de Café Philo, Hasta Siempre, El Comandante Che Guevara, qui est donc la version de Julio César Barbosa. Bonne audition. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida
presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario que conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Comme vous devez le savoir, il n'y a pas de café philo sans projection audiovisuelle. Dans l'ensemble, ce que nous proposons au travers de cette activité, c'est un format qui rend possible le débat et qui, en même temps, le structure en proposant, par exemple, comme nous venons de le voir, que l'on entonne l'hymne national d'Haïti, la dessalinienne, que l'on auditionne la chanson fétiche de Café Philo qui est Hasta Siempre. Et maintenant vient le tour de la projection audiovisuelle. Parce que, comme j'aime souvent le dire, ce n'est jamais de trop de le rappeler, nous pensons qu'il est important d'inscrire dans la conditionnalité intellectuelle haïtienne l'audiovisuel, dans la mesure où, pour moi personnellement, qui ai fait une expérience d'enseignement pendant quelques années, j'ai toujours eu du mal à digérer que les élèves me disent les poètes et les écrivains ne sont plus, ils sont morts il y a des années et des années. C'est pour cela que nous croyons qu'il n'est pas simplement une question de dire que l'on invite un intellectuel, que l'on invite quelqu'un qui a quelque chose à dire à Café Philo, mais il est aussi question de proposer un petit documentaire, une petite projection audiovisuelle qui cadre un peu le propos qui va être discuté par la suite. Et dans ce contexte, sans trop tarder, je vous invite donc à visionner une petite vidéo sur le sujet en question. Ça s'appelle Our Body, visiter l'expo interdite. Je reviendrai après pour vous en donner plus de détails, c'est-à-dire à propos de cette exposition Our Body, et je pense que l'intervenant va en parler. Ça dure uniquement 9 minutes. Ayez un peu d'attention, je vous reviens. Comme vous l'avez remarqué, la petite vidéo qu'on vient de visionner anticipe un peu sur le sujet qui va être à l'ordre du jour ce soir. En même temps, je pense qu'il est d'un grand intérêt parce que, comme je le disais il y a quelque temps, sa structure, ça donne plus ou moins une idée de ce dont il va s'agir. C'est tout l'intérêt, en un mot, de la projection audiovisuelle à Café Philo. Ça parle aussi de quelque chose qui va être mobilisé
assez souvent ce soir, notamment dans l'intervention de Carl-Henri Pierre, que je vais vous présenter, parce qu'il s'agit d'une exposition qui s'est réalisée un peu partout dans le monde, dans de nombreuses sociétés, et qui a été présentée puis interdite en France. Et à chaque fois, il y a eu des arguments. Le ministère public a évoqué l'idée qu'il s'agissait d'un manque à la décence dans un premier temps, et dans un second temps, puisqu'ils ont dû faire appel, les organisateurs de cet événement, de cette exposition, ils ont donc parlé du fait qu'il était question de savoir d'où provenaient ces cadavres, ces organes aussi. Ce soir, je pense qu'il va être question de ça, l'art contemporain en Haïti, entre esthétique de la mort et responsabilité citoyenne. Vous le voyez très clairement dans l'intitulé. Carl-Henri sans doute s'inspire ou bien s'intéresse dans le même sillage du débat que cette exposition a soulevé, s'intéresse donc à cette problématique et essaye de l'aborder dans un contexte proprement haïtien. C'est-à-dire il essaie de proposer une réflexion par rapport à la question que met en valeur cette exposition par rapport à l'art contemporain haïtien, si tant est qu'il existe un art contemporain haïtien. Il s'agit évidemment de notre débat, peut-être qu'on pourra l'évoquer à l'occasion. Pour ce faire, je ne trouve pas meilleure introduction que celle d'un article proposé par Christine Bouvier-Mu, qui est philosophe, et qui s'appelle donc « La vie, la mort, l'éthique et le sujet ». Dans cet article, donc, Christine Bouvier en parle largement au point de dire ceci, et c'est ainsi qu'elle débute son texte. « Des événements récents montrent que notre rapport au vivant a changé. Les médias ont largement commenté la spécificité de l'exposition Our Body, à corps ouvert, présentée puis interdite en 2009 à Paris. Annoncée comme artistique et éducative, cette exposition de cadavres et d'organes plastifiés mis en scène a déjà remporté un vif succès dans de nombreux pays où des foules se bousculent pour voir et côtoyer de plus près le cadavre, promu désormais au rang d'objet de contemplation. En effaçant la mort de la sphère sociale, nous avons donc modifié depuis plus d'un siècle notre comportement de vivant et encourons le risque de n'être plus capable de fonder notre rapport à la vie. Si l'on s'accorde à dire avec C. Melman qu'une limite a été franchie, si l'on reconnaît avec P. Baudry que l'obligation de séparer les vivants des morts est ce qui permet aux sociétés de n'être pas folles. On peut dire dans ce même contexte social précisément, qui est marqué par ce que Marcel Gauchet appellerait lui-même un individualisme de déliaison, que dans une certaine mesure, ce dont il va s'agir ce soir, c'est de réintroduire le sujet dans sa place qui lui est primordiale dans ce débat qui va donc mobiliser une démarche, on peut dire, à la fois scientifique, quantitative et qui essaie aussi de penser quelque chose qui est, en d'autres termes, le sujet, toujours relégué, toujours évacué du champ du débat qui concerne des domaines transversaux, on va dire, qui concernent par exemple la bioéthique, qui concernent la philosophie morale, qui concernent le droit et tant d'autres qui concernent la médecine aussi, qui concernent l'art à proprement parler. De quoi s'agit-il? Pourquoi proposer un pareil sujet à Café Philo? Et quelles problématiques, quelles sont les questions que l'on peut essayer de mettre en avant quand on veut parler de la question qui est à l'ordre du jour ce soir, la mise en perspective de l'art contemporain en Haïti, en rapport évidemment avec une esthétique de la mort et une responsabilité citoyenne. Qu'est-ce que l'on peut entendre par esthétique de la mort? Je pense que Carl-Henri va en parler. On parle même de bio-art ou de néco-art. On parle même dans l'ensemble du fait que l'on utilise des cadavres. Une fois que l'on meurt, on utilise les cadavres et on vend ça à des artistes ou des musées se les procurent et proposent à des artistes qui en font l'achat pour réaliser des travaux d'exposition. Est-il légal? Est-il permis? Est-ce vraiment de l'art? N'est-il pas question de parler d'un dépassement de l'art qui pose automatiquement à l'art dont il est question un problème qui se situe au niveau de la science juridique, un problème qui se situe aussi au niveau de la bioéthique? Comment parler de cela? Peut-être faut-il dire qu'après tout, Carl-Henri, et vous le conviendrez avec moi, que cette intervention peut être conçue comme étant préventive, dans la mesure où je ne pense pas qu'il y a forcément une mouvance à l'heure actuelle que l'on observe en Haïti pour ce qu'il s'agit des fabricants de l'art, des artistes à proprement parler.
En même temps, peut-être qu'il y a un peu de ça aussi. Vous en parlerez comme convenu. J'en profite pour vous présenter Karl Henry en vous disant que c'est quelqu'un qui a une formation de journaliste. Il est donc journaliste. Il travaille par exemple actuellement comme rédacteur au journal Le National. Et Karl Henry a déjà publié un ensemble d'articles sur le monde de l'art, pour parler comme Arthur Danto, haïtien. C'est avec plaisir que je vous demande de l'accueillir, Karl Henry Pierre, qui va donc nous entretenir autour de ce sujet pendant exactement 30 minutes. Applaudissez Karl Henry. Karl Henry, vous avez la parole. Bonsoir Ralph. Bonsoir Café Philo. J'allais dire, c'est un honneur pour moi d'être là, à Café Philo. Mais en fait, ça ne serait pas ça, puisqu'on ne peut pas se sentir honoré quand on est porteur d'un message ou d'une parole qui dit à l'autre, vous êtes en danger, ou nous sommes en danger. On ne peut pas se sentir honoré qu'on porte une telle parole. Toutefois, je me sens bien aujourd'hui d'être à côté de Ralph Jean-Baptiste, philosophe animal littéraire, et en face de vous pour vous entretenir sur ce sujet, l'art contemporain en Haïti, entre esthétique de la mort et responsabilité citoyenne. Pour avoir écrit une trentaine d'articles sur l'art en Haïti, j'ai compris quelque chose. J'ai compris que l'art et ses effets sont une question trop importante, économiquement, idéologiquement et même culturellement, pour qu'on s'en remette aux seuls artistes, pour proposer, innover, a fortiori, changer le monde. En fait, l'art n'appartient plus aux artistes. Et il est de moins en moins leur affaire. Les impératifs du marché ont envahi ce champ et redéfini ses contenus et sa spécificité. Vous l'aurez compris certainement, le champ artistique est retourné comme un gant. Le dedans devient le dehors de dedans. Comme disent certains, nous sommes à l'ère de la dégénérescence de l'art où on tend à parler drôlement des choses sérieuses et sérieusement des choses drôles. Quelle est la limite de l'art? Jusqu'à où peut-on arriver avec l'art? Peut-on faire des vestiges humains des œuvres d'art? Mesdames et messieurs, à Café Philo, notre pays est en plein dans l'art contemporain. L'art contemporain qui peut être saisi par son absolue liberté, où les multiples censures sont carrément disparues chez les créateurs. C'est pourquoi nos artistes sont de plus en plus respectés dans le pays et à l'étranger. Et ce, depuis nos maîtres, qui étaient considérés comme des naïfs, jusqu'à ceux-là que nous voyons évoluer dans nos différentes contrées aujourd'hui. C'est une grande part de félicité pour l'art en Haïti, dans tous les sens du terme, dans tous les sens dont ce mot peut être l'objet. Même si on reconnaît que notre art n'est pas le plus demandé et le plus vendu dans la Caraïbe. Dans des galeries d'art, en ce temps qu'il fait, on assiste à des expositions qui mettent en avant, la plupart du temps, le reste humain et animal. Plus précisément, la partie céphalique, la tête. Ce type de vestige humain, le plus préoccupant pour nous ici, envahissent nos murs. Cela fait le délice des regardeurs, étant donné que l'humain, et ça ce n'est pas une nouvelle pour vous, vous le connaissez déjà, a toujours aimé l'inhabituel et l'inaccoutumé. Cette réaction est plutôt historique quand on sait qu'à une époque donnée, les gens aimaient voir la pendaison quand celle-ci est exécutée en plein public. Et voir un corps décapité, morcelé, fractionné, sectionné, ça les plaisait. Dans ces cas-ci, mesdames et messieurs, il s'agissait surtout de criminels reconnus, des rejets, comme on dit, dont la société devait ipso facto se débarrasser. Pourtant, aussi bizarre que cela puisse paraître, des citoyens dans beaucoup de pays ont mis à défaut cette pratique et ont logiquement
questionner sa légitimité. Le combat des auteurs contre la peine de mort, du XVIIIe siècle à nos jours, texte publié par élèves le dimanche 5 février 2012 au bloc des travaux pratiques du lycée Saint-Just-Lyon, est très explicite en ce qui le concerne. Par rapport à cette exposition de vestiges humains, l'idée des galeristes n'est pas la même pour tous. Ceux qui sont pour cette pratique ont argumenté pour exposer son bien fondé. Selon eux, l'exposition de vestiges humains est un moyen de bonification et de l'illumination du cadavre. C'est une espèce d'élévation. Le reste humain serait beaucoup mieux dans la contemplation artistique que dans sa sépulture, ont-ils fait savoir. De là, il y a lieu de se questionner. Le fait d'exposer ces vestiges, surtout et avant tout à des fins commerciales, ne pose-t-il pas un problème majeur? N'est-ce pas qu'il y a du devoir des vivants de protéger les morts? Et plusieurs raisons peuvent être prises en compte dans ce contexte-là. En effet, premièrement, il est posé ici un problème de biotique considérable. Cette dernière, la biotique, n'est pas exclusivement l'éthique du vivant, mais c'est également de dire ce que les vivants doivent s'interdire d'accomplir avec le corps des morts. Ces dépouilles, à bien plus forte raison, portent la mémoire du défunt. D'où le respect du corps humain après la mort qui rentre en contradiction avec cette pratique constituant une forme d'exploitation du corps des morts à visée commerciale. Et elle contrevient à l'esprit de l'éthique du corps. Il s'agit ici, deuxièmement, de la déshumanisation du cadavre. On pourrait facilement dire celui des autres, puisqu'il est exposé par des galeries d'art qui, habituellement, n'ont rien à voir avec le corps de ces personnes décédées. Comme regardeur, quand on va à une exposition, on s'imagine que ce n'est pas le corps d'un être cher ou d'une personne de notre environnement proche. Mais si c'était bien le cas, qu'adviendrait-il alors? Éprouverait-on de la fierté quand on sait qu'il s'agit de nos morts, dont nous avons à fond caché la tête pour conserver la mémoire du nom, qui sont anonymement donnés en spectacle, pire, à un endroit où les regardeurs ne savent absolument rien de ces personnes réduites à leur tête. Ils n'y voient que des cadavres. Parce que la tête du mort, dans ce contexte-là, n'est plus celle d'une personne singulièrement historique qui portait des événements intimes et uniques et qui aurait pu, un jour, croiser les leurs. Dans ce genre d'exposition haïtienne, on n'y voit que des têtes de mort ne servant qu'à la contemplation. Au regard, mesdames et messieurs, de cette pratique artistique, on se demande, perplexe, que peut-on permettre et que doit-on s'interdire de faire avec des cadavres ou des éléments du corps après la mort des personnes? Cette question, en effet, a été déjà posée dans d'autres lieux, États-Unis, la France, mais jamais chez nous, en Haïti. Vous savez la raison, parce que ici, tout ça passe inaperçu et nos yeux ne sont pas susceptibles de capter l'intolérable. On le souligne ici, qu'exposer comme ça des têtes de mort tue l'impératif du respect ou le devoir des individus envers leur mort. D'ailleurs, même la démarche éthique relative à l'utilisation du corps pour l'avancement de la science est fondée depuis des décennies sur le consentement libre de la personne décédée ou de ses proches. Et le texte « Donner son corps à la science », rédigé par la rédaction d'Allo Docteur le 21 novembre 2008 et mis à jour le 18 juin 2016, nous l'explique très clairement. Ici, un cadavre est devenu un spectacle. Peut-on faire commerce avec des cadavres? Le respect de l'identité et du corps de la personne décédée ne sont-ils pas battus en brèche? Après ou avant l'achat, la partie céphalique de l'humain est déplacée d'un endroit à un autre. Et du coup, elle a cessé d'être une histoire pour devenir
un spectacle. La rendre muséale et spectaculaire, mesdames et messieurs, ne tend-il pas à supprimer la dimension ancestrale faisant du défunt un disparu et qui est manifestée dans le souvenir, l'évocation et le manque? Dans ces galeries, disons-le haut et fort aussi, il y a une difficulté d'intégrer le symbole qui permettrait d'évoquer le mort. Elle le montre, hélas, dans sa réalité la plus nue. Dans le cas de nos expositions, on semble oublier probablement qu'une tête de mort n'est pas uniquement un assemblage d'os et de tissus, mais la partie qui apporte l'équilibre, la mémoire physique du décédé dans son expressivité. Répétons-le à chaque fois, c'est le respect de la dignité de toute personne humaine, y compris après sa mort, qui est questionné, puisque la séparation entre les morts et les vivants est un élément culturel universel. Et ce, depuis des millénaires, l'humain n'a jamais voulu exhiber ses morts. Qu'on se rappelle la pièce Antigone de Sophocle, située en 441 avant Jésus-Christ, vous le connaissez certainement, de quoi il s'agit, où le roi Créon avait interdit l'ensevelissement du corps de Polynice, sous peine de sanction de mort, alors que sa sœur, Antigone, avait décidé de braver cet interdit jusqu'à sa mort. Ce texte, de quelque imagination qu'il soit, peut bien révéler quelques vérités historiques sur le rapport que l'humain développe avec ses morts et ses devoirs religieux envers eux. Il n'y a pas d'éthique sans consentement. Et la dignité de la personne vaut d'être prise en compte. Par conséquent, tout comme à Café Philo, dans d'autres lieux, en Haïti, un débat s'avère nécessaire autour de cette mise en scène des parties du corps humain. Selon vous, monsieur, vous qui me regardez, où est-ce que se situe la société haïtienne? Et vous, madame, n'est-elle pas en train d'être broyée par la logique du profit? Et moi, je vous dis, nous sommes à un moment où l'on tend à perdre notre essence et nos sensibilités de peuple. Quelle est la limite de l'art? Est-ce vraiment de l'art ou le désir inavoué de voir des vestiges humains? Je sens venir en vous, monsieur caméraman, la question de savoir quelle est l'origine ou quelles sont les origines de cette pratique chez nous. Et moi, je vous dis, cette tendance de la récupération des morts a commencé ou s'est accrue ici depuis le séisme du 12 janvier 2010, où des artistes se mettaient à chercher des corps, des cadavres, pour faire des œuvres d'art. Maintenant, dans le pays, on pourrait assister au pillage des tombes. Déjà, il y a de petits témoignages. Pas ce type de pillage de l'Antiquité où les pauvres cherchaient des objets, des pièces d'or ou d'argent, parce qu'on aimait enterrer des personnes avec des trésors quelquefois, mais le pillage comme enlèvement du corps. C'est où ce serait très choquant quand on se rend au cimetière pour rendre visite à ces morts et de constater qu'ils ont été déplacés ou même volés. À qui la faute? On ne sait jamais que cela soit celle des artistes. Pire, dans la réalité historique du pays, on pourrait dire quand une personne possède la tête d'un autre, c'est comme un retour à l'époque coloniale où des individus pouvaient posséder d'autres individus comme objets taillables et corvéables à merci. Vous connaissez cette leçon. Et en plus, comme disent les expressions, avoir la tête de quelqu'un contre la tête d'un nègre. Ici, ce n'est même pas symboliquement, mais plutôt réellement. Donc, comme moi, mesdames et messieurs, le progrès débordant de l'art en Haïti est ce que tout le monde souhaite. Mais exposer des vestiges humains est signé danger. Car la désacralisation
de la mort ou du mort implique celle de la vie et du vivant. On risque d'accorder ici plus d'importance à certains morts qu'à certains vivants. La société capitaliste, néolibérale, risque de nous tuer tous, nous qui sommes du Sud, pour embellir ses musées, ses galeries d'art et ses expositions commerciales au profit de sa bourse et de la contemplation. Ainsi, regrettablement, Ralph, vous qui êtes là, nous deviendrons tous des têtes de mort parmi les vivants. Il y a là un danger immanent qui fait appel à la responsabilité citoyenne, la responsabilité civile. Pourquoi il y a un danger immanent là, ici, dans ce contexte-là? D'après une statistique, il y a 10 000 transplantations illicites d'organes humains qui se sont effectuées chaque année. Le commerce de trafic d'organes humains génère ainsi, selon l'OMS, plus d'1 milliard d'euros de profit par an. À cela, on comprend que l'individu se vend vivant. On prend l'organe convoité et on jette le reste du corps. Par rapport à cette pratique, on craint, tout comme la vente des matériaux, pinceaux, peintures, etc., qu'une telle pratique dans l'art ne soit pas instituée. Vente du tibia, de la tête ou de la colonne vertébrale. On peut anticiper, on peut essayer de comprendre comment va se fonctionner cette machine. Alors, je suis artiste un tel. J'ai besoin d'un cadavre, j'ai besoin d'une tête de mort, j'ai besoin des reins, du tibia, etc., de quelqu'un. Vous comprenez, ici, c'est ce qui est intéressant, vous comprenez très bien, il va y avoir un marché, non pas un marché informel, mais un marché secret. Et les marchés, qu'ils soient informels ou secrets, créent de l'insécurité. Il n'y a pas de marché informel ou secret en dehors de l'insécurité. Vous l'aurez compris, quand on aura fini de piller les tombes, qu'adviendra-t-il après? Je vous laisse deviner, vous qui êtes ici, à Café Philo, quand on aura fini de piller les tombes, après, qu'adviendra-t-il? Les sociétés ont des gens morbides. Soyons clairs là-dessus. Les œuvres sont maintenant traversées de pouvoir, et le pouvoir qui les tient est un pouvoir qui dit oui. Il dit, je veux des vestiges humains partout. Et l'humain est devenu un commerce, même après sa mort. Les entrepreneurs de l'art ne voient que de l'argent. Maintenant, un individu peut posséder une collection de têtes de mort. Quel acte abominable! Dans des pays étrangers, les ventes aux enchères des parties de l'humain sont passées de l'anonymat au dévoilement complet de l'identité de la personne. Le cas récemment de la vente aux enchères des cendres de l'écrivain américain Pimea Le Capo. En Haïti, on est encore dans le stade de l'anonymat. Mais cela ne restera pas comme ça si on n'élève pas la voix. Contre cette pratique artistique, c'est clair, nous pourrons être surpris par l'évolution des choses. Revenons sur l'idée selon laquelle la séparation entre les morts est tellement grande que traditionnellement, on place les cimetières presque en dehors de la ville. Vous qui êtes des provinces, vous connaissez certainement de quoi il s'agit. Ce que Michel Foucault appelle une hétérotopie, c'est-à-dire des espaces autres. On est pour la cohabitation entre les morts et les vivants. Un cimetière peut être placé en plein cœur d'une ville, il n'y a aucun problème à cela. Mais séparer le mort de sa demeure éternelle, c'est autre chose. À bien comprendre, un jour viendra où un cimetière n'aura pas sa raison d'être. Une fois décédé, on vend le cadavre de la personne à un artiste. Tout comme on peut négocier son prix avant même qu'elle ne soit morte. Et là, on est des personnes éminemment en danger. On oserait parler de bio-art et de nécro-art. Au lieu d'un art de la vie, nous sommes plutôt dans l'art de la mort. Pas en termes de représentation ou de symbole en plus, mais la mort
comme existence réelle. Ce que la scène de l'art contemporain nous donne à voir est à double tranchant, car elle répond à l'horreur par l'horreur et produit une esthétique de l'émotion entre le fascinant et le répulsif pour toucher le public. Pour répéter Schönberger, Jeannette, dans son texte « Corps déchets dans l'art contemporain », dans sa référence à Nina Rodriguez-Eli, dans le texte « Une crise mondiale ou l'émergence d'une nouvelle perception esthétique du monde ». Dans l'art, il y a des choses qui se font. Par exemple, Matérialité de l'invisible, l'archéologie des sens, est le titre d'une exposition collective d'art contemporain où les artistes, surtout les photographes, fouillent pour mieux appréhender le temps passé. C'est à croire que l'archéologie joue un rôle important dans l'évolution de l'art contemporain. Mais ce n'est pas dans le sens qu'on vole un cadavre pour l'exposer à des fins commerciales. Dans les temps à venir, le cadavre haïtien deviendra comme celui d'un animal vulgaire en plein cœur des œuvres d'art. Vous vous êtes demandé tout de suite quel est le sort des animaux dans certaines réalisations artistiques. Dans un article intitulé « Quand le massacre devient œuvre d'art », on a lu qu'un certain artiste appelé Tim Kebel a tué de ses propres mains son chat afin d'illustrer sa démarche. C'est donc le tout au nom de l'art, la morbidité dans l'art. Dans ce même ordre d'idée, il y a un artiste qui assassine des insectes pour réaliser des motifs sur les murs, les meubles. Un autre, appelé Fabien Pena du Mexique, récolte des cafards, les tue en les asphyxiant, puis les décortique pour en faire des œuvres d'art. Une fois de plus, signalons-le, la vie n'a aucune valeur. Et l'animal est devenu un vulgaire objet de consommation. Le dernier cité dit d'ailleurs à propos des cafards qu'il les tue sans gêne. C'est un matériau que je peux facilement me procurer et c'est moins cher que la peinture. Tout ce manque de respect des dépouilles des animaux est très révélateur. Dans une société dénaturée, seule la mort a de la valeur et l'art lui-même devient un culte de la mort du barbare. C'est ce qui attend probablement l'humain. On tuerait de ses propres mains et on ferait croire que l'individu en question était déjà un être mort. Si même l'introduction des vestiges humains dans les œuvres d'art nous paraît exécrable, celle des humains est d'autant plus détestable. Et quand Michel Foucault, dans Le souci de soi, a parlé des arts de soi, c'est-à-dire que chaque individu peut faire de sa vie une œuvre d'art, il n'a jamais été de question de tableau, de récupération. C'est plutôt en s'élaborant, en se formant, mais pas à l'autre de faire de sa vie une œuvre d'art à des fins commerciales en dehors de toute norme d'éthique. Ici, nous sommes à l'ère d'une économie de la mort. Quand je parle d'une économie de la mort, ce n'est pas une arithmétique de la mort, c'est-à-dire en termes de calcul, on essaie d'imaginer moins de dépenses possibles ou de morts. Ce n'est pas en termes de calcul, c'est plutôt une économie de la mort. L'homme est devenu un produit à partir de sa mort. C'est une économie dangereuse qui ne saute pas aux yeux, mais qu'il faut saisir petit à petit à mesure qu'une société marche vers le capitalisme. Ce n'est pas la mort de l'économie, mais plutôt une économie de la mort. C'est une esthétique même de la mort. Quelle est la limite de l'esthétique? Personnellement, je ne pouvais pas savoir que l'esthétique, jusqu'ici, pouvait être dangereuse. L'art, en Haïti, a un devenir incertain, si ce n'est un devenir mort. Comme aurait dit Gilles Deleuze, un devenir mort. Avec l'hypercapitalisme artiste, les effets pervers de l'art sont mis en scène, pris
dans sa logique économique, l'art contemporain illustre les graves dérives d'une société hypercapitaliste. Pour répéter Claude Dédomont dans son texte, l'art contemporain face à la logique marchande dans la carte et le territoire de Michel Houellebecq. Dans le monde actuel, il y aura un culte de reste qu'il faut dès maintenant combattre. Pour le cas d'Haïti, il faut en parler, désormais pour l'éviter. Les restes humains et animaux commencent à prendre une grande place, une place prépondérante dans notre paysage artistique. Si rien n'est fait, il fera des malheurs. Je vous le dis. Si rien n'est fait, il fera des malheurs. Notre hypothèse par rapport à cela est à trois niveaux. Premièrement, en tout cas, le premier niveau est qu'en Haïti, on expose des vestiges humains en cachant l'identité des personnes. Si personne n'en fait cas, on aura un deuxième niveau où les identités des personnes seront dévoilées sans gêne. Et si ça persiste, on aura le troisième niveau qui est l'homicide des individus sur la personne d'autres individus, familles, amis, étrangers ou simples passants, afin de vendre le reste à des artistes célèbres, émergents ou débutants. Nous serons purement et simplement de ce que nous aurons fait de nous, de notre art et de nos modes d'influence. Mesdames et messieurs, à Café Philo, et aussi les téléspectateurs, vous qui regardez à la télé, bien sûr, nous sommes à l'ère de l'art contemporain en Haïti où le danger de mort nous guette. Merci. J'ai envie de dire qu'il s'agit là d'une performance. On a écouté Karl Henry qui a abordé un sujet passionnant, préoccupant, avec assez d'élévation, à la fois dans le style, dans la voix, dans le rythme, jusque dans la rhétorique. Il va de soi que, ainsi qu'il est abordé, ce sujet va sans doute déboucher sur un ensemble de préoccupations, va donner lieu à un ensemble d'enjeux. Nous nous gardons d'en dire quoi que ce soit pour l'instant, puisqu'il faut maintenant faire la pause musique. Nous vous revenons tout de suite pour le reste. Et je vous propose, Gaël, la technique dans l'ensemble à Café Philo, vous propose d'écouter Quitter l'allée de BIC featuring Steve K. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, comme promis, nous revenons donc à la charge du rhinocéros. Comme j'aime souvent le dire, c'est l'une des parties les plus importantes d'un Café Philo, dans la mesure où c'est la partie où le public est invité à faire des commentaires, poser des questions, faire des remarques, discuter en un mot avec l'intervenant. Je pense que l'occasion nous en est une fois de plus offerte et nous allons en profiter pour poser des questions au niveau du public à l'intervenant. Pour sa part, il tâchera de vous répondre, de placer aussi des commentaires. Les principes sont les mêmes. Nous espérons que ce public qui est habitué au format de Café Philo tâchera de se conformer à cette démarche qui consiste à avoir du respect pour l'intervenant, aussi bien qu'il est exigé à l'intervenant d'en avoir aussi pour le public, d'être concis et précis à la fois du côté du public que de celui de l'intervenant. Nous espérons à la limite prendre une ou deux questions, pas plus, simplement pour gérer le temps, d'autant qu'il s'agit d'un talk show télévisé. J'espère m'être suffisamment fait comprendre. Je pense que l'intervention que vient de nous proposer Karl-Henri Pierre ne pouvait ne pas susciter de questionnements, de remarques, de commentaires. Et c'est pour cela que je voudrais, par exemple, ne serait-ce que pour problématiser, parler de Philippe Descola, que l'homme probablement affectionne beaucoup dans la salle comme anthropologue, par de la nature et culture. Ou parler par exemple de notre texte, puisqu'il a dit tout à l'heure que je suis un animal littéraire. Naturellement, il s'agit d'un texte qui se situe dans un autre registre. Il s'agit du colonel Chabert. Chabert qui est parti en guerre. Il y a quelque temps, on disait, dans les médias, on utilisait une expression qui s'appelait « va en guerre ». Chabert était parti en guerre.
On a cru qu'il était mort à la bataille de Waterloo. Et quand il est revenu quelques années en France, on n'a pas voulu croire qu'il s'agissait de lui. Il vivait une mort sociale. Donc, la question de notre rapport aux morts, puisque tu en as parlé, peut être abordée en mobilisant évidemment Philippe Descola, dans la mesure où Philippe Descola aborde une problématique qui met en face sur à la fois quelque chose que l'on peut appeler la part de l'humain et la part du non-humain chez nous. De sorte que l'humain peut être à la fois sujet et objet. Et ce sujet que tu abordes pose un problème réel à des gens qui croient que là ne peut qu'être engagé. Parce que sinon, comment aborder la question du regardeur qui va voir dans une exposition le cadavre, comment le prendre à la fois pour un sujet qui se regarde à proprement parler comme objet, d'autant que l'on sait qu'il n'y a pas à proprement parler d'objet quand on parle de l'art. Il s'agit d'un autre régime de discursivité. Sans donc trop tarder, je voulais simplement donner une idée pour plus ou moins lancer le débat. Nous allons faire appel pour la première série de questions, puisqu'il sera question de 2 séries de questions ce soir, à D'Angelo Nea, Cherise Claire Evans, connue sous le nom de Bookman. Adler, ce sera pour la 2e série. Philippe Junior Volmar, on ne pourra pas faire ça comme ça, Adler, tu le sais. Smith Augustin et Faniessa Desjoie. Nous aurons 5 personnes pour la première série. J'espère qu'elle s'exécute rapidement. Merci. Merci Ralph, merci Carl-Henri, une intervention brillante. Je voudrais poser une question brillante, mais je ne peux qu'être bête. Tu comprendras tout ça. Mais je voudrais, pour faire vite et pour gérer le timing, nous parlons de télévision, et pour approfondir un peu ton sujet, te demander qu'est-ce qu'un cadavre, sinon ce que nous décidons d'en faire. Est-ce que le cadavre ne serait pas en quelque sorte une forme de la vie, une forme poussée de la vie, une forme sophistiquée de la vie? Une vie dépourvue de notre conscience et de notre sens de l'immanence. C'est pas deuxième question, hein, pour éviter qu'on se fâche. Deuxième volet de ma question serait, en quoi ça va déranger si nous faisons des cimetières, des musées, dans le sens où les pratiques artistiques seraient des tentatives humaines pour échapper à la mort? Donc si nous faisons des cimetières, des musées, si nous faisons des cimetières de véritables espaces artistiques, est-ce que ça ne permet pas à l'art d'être plus que jamais ce qu'il doit être, c'est-à-dire un espace de production qui nous permet d'échapper à la mort et de saisir la vie dans ce qu'elle est, c'est-à-dire un accident métaphysique? Bonsoir tout le monde, et je félicite le conférencier qui est mon ami, Carl-Henri Pierre. Et ce ne sera pas une question, ce sera plutôt un commentaire qui pourra être vu comme une reproblématisation du sujet. Alors d'abord, je vais faire un petit voyage en Algérie pour passer en France avec Albert Camus. Camus, dans L'Homme révolté, nous dit ceci. Nous vivons une époque où le suicide est gratuit et qu'il perd son sens même. Maintenant, la question qu'il faut poser, c'est pourquoi on doit tuer et pourquoi on doit accepter que l'on tue. Moi, je vais essayer de reformuler Camus à ma façon. C'est pourquoi on meurt et pourquoi on accepte que l'on meurt. Et dans le cheminement de la réflexion, Camus nous parle des dandys, il nous parle des anarchistes, il nous parle des nihilistes, qui font de la mort une forme d'esthétique de la vie pour contester l'ordre, un ordre social, un ordre économique ou un ordre politique. Bon, après Camus, je voudrais revenir en Haïti pour voir Jacques Roumain et Frédéric Masselin et René Despestre. D'abord, Jacques Roumain, dans Gouverneur de la Rosée, lorsqu'il fait de Manuel un héros mort, pour moi, la mort devient dans ce roman une forme d'esthétique où on peut interpréter celle-ci comme une sorte de semence qui va redonner la vie à la communauté de Fond-Rouge. Et dans cette perspective, la mort devient dialectique. C'est-à-dire, dans la mort, il y a la vie. Roumain meurt pour donner la vie. Et lorsque nous prenons, par exemple, Pierre Postel dans
le mat cocaïne de René Despestre, eh bien, la mort de Pierre Postel engendre le mouvement de révolte qui va y avoir dans la société. Et à ce moment-là, il y a une esthétique de la mort. Et si nous voulons utiliser un synonyme, nous pourrons même parler d'une esthétique de la révolte. La mort devient révolte. Alors, je voudrais que le conférencier commente pour moi et mon commentaire et voir en quoi je lui rejoins. Merci beaucoup. J'ai été interpellé par ce sujet depuis que j'ai vu les actualités sur le Our Body et je me suis posé beaucoup de questions. Et jusqu'où est-ce qu'on peut aller avec l'art? Et on pourrait situer cette réflexion dans le contexte haïtien. Moi, je pense que à la question jusqu'où on peut aller avec l'art, on pourrait ouvrir la question jusqu'où on peut aller avec les découvertes, les recherches scientifiques, et comme par exemple les biotechnologies, etc. Donc, je pense que cela se limite premièrement avec la sociologie et deuxièmement avec le juridique. Étant donné que je ne suis pas sociologue, mais plutôt juriste, donc je me concentre plutôt sur ce deuxième aspect. Faire de l'art, c'est déjà avoir un contact avec un objet. Je n'imagine pas qu'on puisse produire une œuvre avec un sujet. Donc, il faudrait transformer un sujet qui n'est plus vivant comme objet. Est-ce que la mort d'un être humain enlève sa subjectivité en tant qu'être qui existe? Et si on arrive à répondre à cette question, on pourrait facilement résoudre le problème du point de vue juridique, puisqu'on ne peut vendre le sujet. On ne peut vendre que des objets. Encore faut-il que ces objets soient légaux. Et maintenant, pour que ces objets-là soient légaux, il faudrait que la loi permette ou interdise la vente de certains objets, comme par exemple des objets comme les stupéfiants, qui ne sont pas totalement illégaux. Par exemple, on peut les utiliser dans les pharmacies, non et comme pour utilisation individuelle, si je peux dire ça comme ça. Donc maintenant, prendre un corps humain et en faire une œuvre d'art, c'est le poser comme objet. Et le poser comme objet veut dire qu'il a cessé d'être un être humain et cessé d'être un être avec lequel on pourrait continuer à avoir un contact. Il faudrait se poser la question, pourquoi certaines personnes incinèrent leurs morts et gardent les cendres chez eux? Pourquoi d'autres personnes vont régulièrement rendre visite à leurs morts? En Haïti, on ne le fait pas régulièrement, mais tous les 1er et 2 novembre, culturellement, on se rappelle de nos morts. Cela veut dire qu'on refuse que ce sujet passe à l'objet. Donc, déjà, le transformer en œuvre d'art veut dire qu'il faut qu'on accepte que ça fasse partie du milieu commercial de l'art, parce que l'art est aussi objet de commerce. Alors, ce que je dis, alors, du point de vue légal, ce n'est pas très développé en Haïti. La France a beaucoup d'articles sur la question de leur code civil, ce qui n'est pas le cas en Haïti, mais on peut quand même essayer de chercher quelques références légales, comme par exemple la détermination des biens. Les biens sont divisés en 2 grandes parties, les biens meubles et les biens immeubles. Alors, où est-ce qu'on va placer un corps humain? Étant donné qu'on peut le transporter, il devrait être un bien meuble. Mais de là, imagine un bien meuble qui, il y a quelques jours ou quelques mois ou quelques années, était une personne juridique, c'est-à-dire dépositaire de biens, de droits et d'obligations. Donc, ce transfert est impossible, je dirais difficile du point de vue légal, par le simple fait qu'on ne considère pas le bien dans ce passage de personne à objet. Donc, ce serait difficile de faire accepter une telle transaction du point de vue commercial à cause de ce problème, de ce blocus légal, et sans oublier les conventions internationales qui ont été signées, qui fassent partie maintenant de la législation haïtienne. Merci. Bon, ma question est très simple. Étant donné que le conférencier parlait de l'art contemporain en Haïti, moi je m'attendais à ce qu'il parle un peu des cas précis, concrets. Donc il y a eu telle exposition, on a utilisé tel matériel, on a utilisé le cadavre, pour que ce ne soit pas vraiment une réflexion totalement abstraite. Donc c'est ce que je n'ai pas compris. Est-ce que ça se passe réellement et c'est cette réalité-là qui a suscité cette réflexion, ou c'est juste une réflexion philosophique
sur l'avenir. Donc, je n'ai pas trop saisi. Voilà. Bon, je profite pour remercier l'intervenant. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le sujet. Mais vous parlez de l'art contemporain en Haïti, plus précisément entre l'esthétique et la mort. Lorsque vous parlez de mort en Haïti, il y a un autre aspect que je trouve que vous n'avez pas touché dans votre sujet, c'est la zombification. Je ne sais pas si c'est une question de croyance, mais est-ce que vous ne pensez pas que la zombification aurait pu être une problématique dans le cadre de l'art contemporain en Haïti? Merci. Alors, D'Angelo a posé la question de la subjectivité par rapport à un cadavre. Alors, ce qui voudrait dire que chacun aurait une façon de l'appréhender. Pour moi, ça peut être un cadavre et pour l'autre, un sujet. Alors, qu'est-ce qu'un cadavre? Il est clair qu'il est ici question de subjectivité. Pour moi, un cadavre, parfois, j'allais dire c'est un objet. C'est un objet. Mais en fait, ça ne serait pas ça, puisque on n'est pas juridiquement, un cadavre a un sens. Juridiquement, un cadavre a un sens, c'est pourquoi certaines fois, on déterre alors, les morts pour savoir comment, et ils ont été disparus. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas, poison, est-ce qu'il y avait, je ne sais pas. C'est-à-dire, on est encore, et même étant cadavre, on porte une charge juridique. Donc pour moi, un cadavre, c'est à la fois un objet, puisque il est clair qu'on l'utilise dans des œuvres plastiques, mais c'est à la fois un sujet. Un sujet qui ne peut pas revendiquer sa subjectivité, mais un sujet qui a porté une charge juridique, pour moi, considérable. Voilà. En fait, mais par rapport à la question, comment faire des cimetières, des musées? Pour moi, l'idée de faire des cimetières, des musées serait, entre guillemets, louable. Mais dans le cas des expositions, l'humain est vu non pas dans sa dimension intrinsèque, mais dans sa dimension, je pourrais appeler, instrumentale. Et vous savez très bien, quand on appréhende l'humain dans sa dimension instrumentale, il est marchandisé. Et cette marchandisation le banalise. Et pour moi, faire des musées, faire des cimetières, des musées, serait louable. Mais quel serait l'usage de ces musées? Qu'est-ce qui cache derrière ces musées? Parce qu'écoute, quand, par exemple, on fait des musées, on fait des cimetières, des musées à des fins commerciales, et il y a là le poids du néolibéralisme sur la vie des gens. Et dans ce cas, tout est question de subjectivité. En tout cas, voilà, faire des cimetières, des musées, serait louable, mais ça va dépendre de l'usage qu'on en fait. Voilà. Et surtout, de voir le poids économique et financier par rapport à cela. Alors, la question de Boukman, il a tellement vacillé, il a tellement cité des textes, mais certainement, il y a un rapport entre les morts et les vivants qu'il faut considérer. Parce qu'écoute, par exemple, si on va dans la Grèce antique, il y avait un phénomène de momification. Donc, les gens sont morts et on pense... Alors, le corps du mort porte toujours un symbole. Le corps, parfois, on le vénère. C'est le cas, il y a des rois, etc. Pour dire que... Il y a aussi Jean Ziegler, dans son texte où il montre le rapport entre les morts et les vivants. Et l'humain a toujours communiqué avec ses morts. Avec ses morts, on va parfois au cimetière, on
on pense à leurs bienfaits, etc., quand ils étaient sur la terre. Donc, oui, certainement, il y a communication entre les morts et les vivants. Le texte de Georges Michel de ce lieu-là est très parlant aussi. Debout les morts, je ne sais pas si tu connais. Voilà, debout les morts, debout les morts. Et l'autre qui a posé la question de savoir, est-ce des réflexions philosophiques Ben non. Ma réflexion n'est pas, je pourrais dire, métasociale ou suprasociétale. Je réfléchis, puis comme ça, c'est tout. Ça a rapport à un fait. J'ai participé à l'exposition. Je vous l'ai dit, je ne voulais pas citer des noms. Parce qu'écoute, je suis un journaliste en danger. Et je pense qu'on pourra me comprendre. Citer des noms dans le cadre d'un débat à Café Philo sur l'exposition des têtes de mort, des vestiges humains, ce n'est pas évident. Je suis déjà un journaliste en danger. Pardonnez-moi, chers amis, cette mort est imminente. Merci. Alors, la question de la zombification. Non, pour moi, la zombification, c'est tellement complexe. La personne est-elle morte véritablement? Mais dans le cadre de mon sujet, il faut comprendre, tout travail intellectuel académique, c'est un travail de tri. C'est pourquoi il y a ce qu'on pourrait appeler un échantillon représentatif. On ne peut pas tout dire dans un sujet, et surtout les théories scientifiques ne doivent pas être des théories forcées. Je ne peux pas, et je dis la zombification c'est important, je prends ça, non, il faut faire des tris dans le cadre de sujet. C'était un choix délibéré de circonscrire mon sujet. Alors, le rapport qu'il y a entre l'art contemporain et la marchandisation du corps. Je reste là, et la question... Bon, ça pourrait m'intéresser, la zombification, bien sûr, mais c'est un travail de tri. Voilà. Je ne peux pas vraiment inscrire ce phénomène-là dans mon sujet. C'est trop complexe et ce n'est pas évident qu'il portera un plus dans mon sujet. Merci. Je pense que, comme je l'ai dit au départ, il s'agit effectivement d'un sujet transversal. En même temps, la question de D'Angelo est, à mon avis, tout au moins pertinente dans la mesure où ça propose un retournement, même un décentrement de la perspective. Parce qu'il s'agit, après tout, de voir à partir de quel moment on peut définir le cadavre en tant que tel. Sur quoi travaillent, par exemple, les anatomistes, les médecins qui travaillent sur les cadavres, qui les dissèquent? Sont-ils à proprement des cadavres? Sont-ils des cadavres d'êtres humains qui sont morts? Comment voir ça? Comment situer la frontière entre êtres humains, cadavres, etc. L'utilisation que l'on en fait suivant l'espace disciplinaire, suivant le champ disciplinaire auquel tout cela est assigné. Parce qu'après tout, peut-être qu'il peut ne pas être forcément vu comme un cadavre, puisqu'il peut être question de perception. Et Dieu seul sait si les perceptions ne changent pas, selon que l'on voit bien ou mal, que l'on est aveugle ou pas, on peut voir que c'est un cadavre ou pas. De sorte que d'ailleurs, et je pense que c'est ça la problématique de l'art, je ne pense pas que l'on puisse voir quelque chose quand on va dans une exposition. Je ne pense pas que l'on puisse être dans un rapport de détachement déjà là. C'est peut-être un autre débat. Mais écoute, pour moi, ce qui est important, c'est de voir le côté financier ou tout à fait, économique dans l'art contemporain. Je comprends. Comme quoi l'art serait l'émanation même du néolibéralisme et dans le rapport de vente, achat, etc. Et c'était ça ce qui m'intéressait dans mon sujet. Parfait. Nous passons maintenant à la deuxième et dernière série de questions où nous aurons cette fois-ci 5 questions si jamais Jacques Adler Jean-Pierre est toujours dans la salle. Je cite les noms pour ne pas avoir à reprendre. Pascal Adrien, Jean James Junior, Mélissa Béralus, Henri Robert Jean. Bonsoir tout le monde. Je félicite l'intervenant pour la qualité de son intervention. Félicitations également au modérateur. Par rapport au thème choisi pour Café Philo aujourd'hui, nonobstant la pertinence de l'intervention de
Carl-Henri Pierre, j'ai une préoccupation. L'art contemporain en Haïti entre esthétique de la mort et responsabilité citoyenne. Je me demande, est-ce qu'il s'agit avant tout, ou encore, est-ce qu'il s'agirait avant tout d'une anticipation? Autrement dit, est-ce que dans le cadre du réel artistiquement vécu ici en Haïti, est-ce qu'il y a suffisamment de faits immédiatement observables qui attestent justement de la pertinence du choix de tel thème? Évidemment, j'ai bien compris, j'ai apprécié, j'ai applaudi la consistance de votre intervention. Par rapport au contexte haïtien, j'ai une préoccupation majeure par rapport aux faits. Est-ce qu'il y a suffisamment de faits qu'on peut observer en ce qui a trait à l'art contemporain haïtien qui justifie l'actualité de tel thème? Ça, c'est le premier volet de ma question. Mais le deuxième volet, c'est dans ce qui a trait à l'art haïtien, parlant de contemporanéité, historiquement, comment on peut situer cette contemporanéité? Merci beaucoup. Je dis tout le monde, Lisaï. Moi, remercie Carl-Henri Pierre pour exposer à mon ami, mon frère, mon semblable, comme l'aurait si bien dit Baudelaire dans Les Fleurs du Mal. Et Carl-Henri, il y a une partie qui est vraiment intéressée dans ce sujet-là, c'est l'esthétique de la mort. Moi, là, je m'a posé cette question. Est-ce que c'est pas paradoxal que la mort, ou qu'il y a une esthétique de la mort? Est-ce que la mort a une... Parce que l'esthétique, ouais, le beau. Est-ce que la mort a servi du beau? M'a posé cette question ça. Et ça va le pousser me dire, si la mort a servi d'esthétique, est-ce que, moi-même, la même logique avant, la logique haïtienne que nous va accepter ou exposer mort. Parce que moi, dans la province, j'ai un rapport avec moi mieux. Mais après, ça m'a demandé, est-ce que moi-même avant, nous avons une logique fermée tout, qui mérite qu'elle nuancée? Est-ce que ce n'est pas une logique chrétienne, je dis chrétien entre les guillemets, une logique trop morale qui fait ne pas accepter mon mourir comme objet d'art? Je m'a demandé moi ça. Et laisse-moi une logique, et Albert Camus, qui a éduit gentil qui a cité dans dangereusement. Albert Camus Abdou, tout artiste doit embarquer dans la galère de son temps. Je me demande, est-ce que, question esthétique de la mort, là, dans le 21e siècle, est-ce que ce n'est pas galère pas nous, en tant qu'artistes, soit monde qui a réfléchi? Est-ce que tout, ça va faire partie, ça nous déclaré dans la littérature, l'esthétique même de la violence? Merci. Alors, bonsoir à tous. Avant question, il y a deux petites interventions. Premièrement, je tiens à rappeler que chaque peuple, dépendamment de culture, il a un propre rapport avec Moyo. Pour me suivre, Rolf Nassal se dit, ce n'est pas non seulement une question de chrétien, si on peut parler comme ça, mais aussi une question de culture. Et deuxième petit remarque que je n'ai pas bien, est-ce que ce n'est pas un peu ethnocentriste de notre part de désapprouver plus ou moins ce rapport qu'entretiennent d'autres, parce que je me utilisé le terme des pays étrangers, est-ce que ce n'est pas un petit peu recentré sur nous-mêmes en tant que peuple de désapprouver forcément ce rapport qu'ont les autres avec la mort? Et tout de suite, ma question, il y a quelque chose qui m'a effrayé dans votre intervention, c'est nous ne pouvons pas laisser l'art aux seuls artistes. On ne peut pas oublier que depuis une capacité de remonter historiquement ce qu'on appelle l'art, il y a toujours eu cette nécessité d'avoir des artistes parce qu'il y a aussi cet aspect pérennisation de l'art. Nous ne pouvons pas prendre qui est nous en tant qu'être humain si nous pas bien des traces artistiques de qui ça nous était avant. Et cette histoire d'exposition de mort, je pense que nous ne la devons pas uniquement à la contemporanéité ou à ce qu'on pourrait appeler la contemporanéité. Si on prend un exemple assez célèbre pour tout le monde, l'Égypte antique, il y a de grands pharaons exposés. Et ceci n'est pas dû à la contemporanéité. Merci. Bonsoir à tous. Et moi, je pense d'entre Dieu que l'intervenant, mon ami, il est passé un petit peu à côté du thème choisi, puisque, à mon avis et à mon sens, comme je me sens qu'on t'y menti tout quelque part, parce que moi, j'ai été élevé dans un lacou avec une mambo et un ougan. Dans la cour, le cimetière a été placé là, dans la cour même. Et l'intervenant a dit que, bon,
Et le cimetière est placé en dehors de la ville. Et le cimetière est placé plutôt soit à l'entrée de la ville ou dans la cour même. Et on organise des trucs artistiques autour du cadavre, dans la cour et avec le cadavre. Voilà. Bonsoir, Ralph, modérateur nous. Et bonsoir, Carl-Henri Pierre. Je félicite le modérateur pour l'esthéticité démarche, langage, présentation. Là. Pour moi-même, ça qui vient d'esthétique, c'est Jean le présenter parce que il n'est pas thème. Je suis très, très, très bien frappé. C'est beau à voir. Tu parles de l'intervenant, pas du modérateur. Intervenant. Ah, merci. Et pour moi-même, Café Philo, c'est une tribune pluridisciplinaire. Un thème comme ça, l'ité doit aborder par un ethnologue comme intervenant, l'ité doit un métaphysicien là, l'ité doit un anthropologue culturel là, l'ité doit gagner une panoplie de fidèles, soit chrétiens, plusieurs types de religions là. Et là, ça, il t'a fait une synthèse tellement esthétique que nous avons pris 6 heures de temps pour nous débattre là. L'art contemporain en Haïti, entre l'esthétique et la mort. Je crois que les théologiens dit ça le penser de ça, de son regard de journaliste, je pense qu'il y a des formations pas suffisamment approfondies. Pas de monde qui pas rapporté qui ça théologien haïtien dit sous question la mort. Il pas dit ça ethnologue dit, il pas dit ça anthropologue dit, il pas dit ça ongan dit, il pas dit ça chrétien dit. Moi-même vidéo m't'a visualiser là, vidéo m't'a suivre là, sont un artiste gon fait qui posé à lui-même, lui-même il prend et puis il transpose, il retourne le baou. C'est pas lui créer cadavre, c'est pas lui créer squelette yo. Il prend yo et puis il présente yo comme une œuvre d'art. Moun qui croit dans la résurrection des morts yo. Yo pas d'accord avant. Ou peur la mort. Moi-même pense que intervention là t'a réduit seulement à une certaine peur de la mort et je crois que l'important oui que vous mettez en garde comme une utilisation, une débanalisation, une profanation du cadavre, mais pas qu'à limiter à ça seulement. Donc là, il faut que plusieurs disciplines qui entrent dans ça. L'homme dit que la ressuscité demain matin, ou pas choqué là à travers l'intervention ça. Donc je pense que le mérité approfondir davantage, et pas seulement exposer de manière esthétique une certaine peur de la mort. Merci. Alors, par rapport à la question de savoir où se situe la contemporanéité de l'art haïtien, alors globalement, on appelle l'art contemporain toute forme d'art qui se manifeste globalement, pas de contexte haïtien, après 1945. Et puis, il y a aussi Galerie d'Art Christie qui nous a donné Van Gogh, etc., tant d'autres artistes, qui met en valeur ce concept de l'art contemporain. Alors, il n'y a pas vraiment en Haïti de... Il y a des gens qui écrivent sur l'art, il y a Philippe Lerbout, il y a des gens, bien sûr, mais l'art en Haïti, c'est parler de l'art, faire une réflexion critique, catégoriser, je ne sais pas moi, ce n'est pas vraiment un travail qui est fait en Haïti. Alors, en quelque sorte, l'art en Haïti pourrait se situer par rapport aux travaux artistiques qui se font après 86, puisqu'il y a plusieurs générations, il y a 45, il y a 26, etc. Mais en fait, il y a des données qui nous manquent dans le contexte haïtien. Dans tous les domaines en Haïti, il y a toujours des données qui manquent. Mais vraiment, je ne peux pas, à mon regard seul, situer l'art contemporain en Haïti, si ce n'est donner un avis personnel, etc.
En tout cas, je vous le dis, mon frère, les données nous manquent quand il s'agit d'Haïti, quand il s'agit d'art. Et par rapport à la question de mon ami et Rolf Junior, je vous le dis, mon frère, je suis athée jusqu'aux ongles, et vous le connaissez, vous le savez très bien. Ce n'est pas une question de morale chrétienne. Alors, selon moi, on n'est pas fermé quand on appréhende l'humain dans sa dimension intrinsèque. Parce que, écoute, la question est de savoir comment on utilise l'humain. Et c'est le poids du capitalisme dans cette démarche qui m'intéresse. Je vous le dis tout de suite, cher ami, la question de l'esthétique, avec Platon, Socrate, etc., et surtout avec, comment il s'appelle, Jean Gerbert, j'ai oublié le nom de ce monsieur, il travaille sur l'art en général. C'est que l'esthétique a été considérée comme le rapport avec le beau. Je vais sûrement parler de Baumgarten, non? Baumgarten, voilà, Baumgarten. Il a travaillé sur la Baumgarten. Voilà. Il a fait un texte qui s'appelle Aesthetica, ouais, voilà, 1750. Oui, voilà. C'est que il y a toujours eu un rapport entre le beau et le bon. Donc, la bonté et la beauté marchaient de pair. Et l'esthétique, qui était considérée comme le rapport, alors le jugement sur le beau, sur le bon, sur le sensible, de Kant, critique de la raison pure, si on prend et d'autres gens qui ont travaillé sur ce sujet, vous allez voir avec Charles Baudelaire, par exemple, après avoir publié Les Fleurs du Mal, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit qu'il y a toujours eu un rapport entre l'esthétique et le beau et le bon. Pour Charles Baudelaire, dans Les Fleurs du Mal, vous allez voir, pour lui, il peut y avoir une esthétique du mal, une esthétique du laid. Et depuis... C'est ça le contemporain chez lui d'ailleurs. Oui, voilà. Et depuis, avec les théoriciens de l'art... Dans ce texte sur la peinture de la vie moderne ou peinture de la vie moderne. Oui, voilà. Et depuis, il y a la question de l'esthétique de la laideur, l'esthétique du lait qui est posée par les historiens de l'art. Cher ami Rolf, la question de l'esthétique n'est plus une question du beau ou du bon, c'est aussi une question du laid et du mal. Et la question du lacou, alors, Jacques Jean-Pierre, j'avais dit que traditionnellement dans les villes, on place les cimetières presque en dehors de la ville. Et j'avais dit aussi, vous qui êtes des provinces, vous connaissez le rapport entre les morts et les vivants pour dire comment les humains communiquent avec leurs morts. Donc, j'ai placé on place les cimetières en dehors de la ville, c'est à Port-au-Prince, dans les grandes villes. Les grandes mégapoles. Hein. Et il y a un rapprochement assez étroit entre les morts et les vivants. En tout cas, vous n'étiez pas là, vous étiez peut-être quelque part d'autre, ici et ailleurs, mais je n'avais pas dit ça dans mon exposé, mon cher ami. Vraiment, on devait avoir ici un anthropologue, un sociologue, et surtout un sociologue pour traiter la question de la sociologie esthétique, et puis même un linguiste. Il y a la sémiologie de l'art, il y a la psychologie de l'art, il y a l'esthétique analytique. Donc, pour voir comment on appréhende l'œuvre d'art dans sa signifiance. Qu'est-ce qu'elle donne à voir? Et puis, voir dans l'œuvre d'art, non pas les signes, mais sa signifiance. Pourquoi l'artiste a décidé de peindre ceci, de réaliser ceci. Vous allez voir, l'artiste fait une œuvre et l'œuvre fait l'artiste. Il y a cette dialectique
qu'il faut appréhender quand on aborde l'art et surtout dans le contexte haïtien où l'artiste n'est pas toujours maître de son art. Il y a des commandes. On fait des commandes. J'ai besoin, cher monsieur, d'une tête de mort. Eh bien, je n'ai pas d'autre chose à dire par rapport aux questions. Tu as oublié Mélissa. Mélissa, qu'est-ce qu'elle a dit? La contemporanéité. Oui, j'ai dit, il y a en Haïti, quand on parle, dans le contexte haïtien, il y a toujours des données qui manquent. Et j'avais dit, globalement, l'art contemporain se situe après 1945, 1960, et voilà. Très bien, Karl-Henri, que je vous demande d'applaudir. Je pense qu'on a quand même fait le tour de la question. Peut-être que si on avait eu plus de temps, on serait allé un peu plus loin et on aurait eu la contribution de chacun dans la salle. En même temps, je pense que, et c'est plus ou moins pour dire quelque chose par rapport à l'intervention de Henri-Robert Jean, on ne peut, et c'est assez onfréen, légitimement reprocher aux gens de ne pas faire le travail que tu aurais aimé faire. Dans une certaine mesure, il s'agit toujours d'une question qui préoccupe Karl-Henri. On en a beaucoup parlé. Je ne voulais pas parler du fait que j'avais déjà pris connaissance du texte qu'il a écrit et qu'il va probablement publier pour ne pas non seulement influencer le public que vous êtes, mais encore moins lui qui se trouvait être l'intervenant. J'ai donc pu trouver qu'il avait un grand intérêt pour ce sujet. On a même discuté de quelques enjeux. Par exemple, peut-on donner l'exemple de quelques galeries, de quelques espaces où l'on fait des expositions en Haïti, où on utilise effectivement les cadavres et les organes plastifiés ou non. Vous avez plus ou moins compris que Karl-Henri a fait le choix de ne pas en parler, sous peine de se mettre en danger de mort. Voyez-vous, je pense que c'est tout cela Café Philo. Café Philo, comme vous le savez, c'est un espace qui essaye de proposer à chaque fois des discussions autour d'un ensemble de questions et qui essaie en même temps de reprendre ces discussions, de reprendre ces questions et de les aborder, de les regarder à chaque fois sous un angle qui est beaucoup plus large et qui est peut-être plus instructif. Je pense que nous arrivons au terme de ce Café Philo qui était pour moi très important. J'espère continuer à vous avoir mardi prochain et pour les autres mardis à venir pour d'autres Cafés Philo plus chauds, plus intéressants et surtout des Cafés Philo où la philosophie, ainsi que nous nous assignons cette tâche, est toujours mobilisée. Car comme disait Alain, et c'est avec Alain que je termine, on peut tout faire de la philosophie sauf quelque chose de plat. Merci, à mardi prochain. Le soleil já monté.